Un quart d'heure de débat exclusivement dédié à l'économie africaine. Bienvenue. Il occupe une place dominante dans toutes les économies africaines. Et même si la plupart des gouvernements éprouvent des difficultés à s'y attaquer à cause de son aspect social, le secteur informel demeure un os dans la gorge des États en ce qui concerne leur capacité à mobiliser des recettes fiscales nécessaires pour relever les défis du développement. Selon une statistique de la Banque africaine de développement rendue publique en 2015, le secteur informel représente près de 55% du produit intérieur brut cumulé de l'Afrique subsaharienne. D'aucuns estiment que le secteur informel constitue une menace pour les économies africaines. D'autres, par contre, y voient des opportunités d'aller vers de nouveaux modèles de développement économique. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de pays où le secteur informel soit absent. Même aux États-Unis, même en France, c'est seulement la proportion de ce secteur. Et comme le disait le professeur Noko, en réalité, c'est le problème de collecte de fiscalité. Ça échappe à la fiscalité. Or, l'État vit sur les taxes, vous voyez, mais n'arrive pas à saisir ces personnes pour que ceux-là payent des taxes. C'est là que ça devient informel. C'est pour survivre. C'est l'état de survie qui amène les gens dans le secteur informel. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas... C'est aussi pour l'État, ça pourrait créer des chômeurs. Le chômage amène l'insécurité, amène la débauche, beaucoup d'autres choses. Donc, quelquefois, c'est-à-dire que le secteur informel résout un problème fondamental dans la société, le problème de survie personnelle, et ensuite, le problème de paix au niveau national, le problème de chômage. Donc, on s'entretient. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'on ne peut pas interdire le secteur informel, sinon tout va exploser. Mais l'État doit maintenant organiser. C'est 55%. Ça varie selon chaque pays. Pour le Bénin, c'est sûr que... 55% pour l'Afrique subsaharienne. L'Afrique, c'est sûr que pour le Bénin, doit être beaucoup plus. Donc, le secteur qui crée de l'emploi, qui donc amène les gens à survivre, il faut seulement les organiser. On a comme l'impression, après avoir suivi le docteur Sédigan, que les États africains ont eux-mêmes contribué à créer ces secteurs informels, quelque part. Bon, à un moment donné, les institutions de Bretton Woods leur ont imposé ce qu'il a appelé tout à l'heure le programme d'assouplissement structurel. Oui. Donc, et pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là et de l'aide financière, tous ces États ont été obligés d'accepter cette forme de... C'est en réalité un dictat. Un dictat. Donc, et ne pas recruter du tout à partir des années... Enfin, tournant des années 80, 86 et autres là. Bon, ensuite... privatiser les secteurs clés de l'économie. C'est la période où les principales industries chez nous, qui avaient été réalisées dans les années 70, ont été reprivatisées, etc. Donc, les populations, les diplômés, comme il a rappelé tout à l'heure, n'avaient plus d'autre choix et il fallait pouvoir survivre. À partir de ce moment, l'État n'avait pas d'autre choix que de, disons, fermer les yeux sur ce secteur qui a commencé à prendre de l'ampleur, même s'il existait déjà auparavant. Comme je l'ai dit, c'est depuis les années 70. Mais il a pris une autre tournure, une autre ampleur. Il est devenu peu à peu incontrôlable. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui favorisent ce secteur informel? Il y a l'inadéquation entre les offres de formation et l'emploi. Ça, c'est une constante de nos économies d'aujourd'hui. Si vous prenez nos universités publiques ou même privées, bon, publiques notamment, ce qu'on remarque,
avec 100 000 étudiants à l'université d'Abomey-Calavi, il n'y a pas autant... Enfin, les offres de formation sont totalement inadéquates. Alors, docteur Emmanuel Sédégan, est-ce que l'aspect un peu trop rugueux de la politique fiscale dans certains pays ne favorise pas forcément la chose? Oh, vous savez, on a beau diminuer les taxes, c'est une question de mentalité, de contourner. C'est vrai qu'il y a trop de taxes, tu la taxes. Donc c'est une théorie, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quel que soit le degré de diminution des taxes, au Bénin, la mentalité, c'est comment contourner la loi. Vous voyez ce que, même ceux qui sont formels là, ils cherchent comment contourner la loi. Alors finalement, le secteur informel, une menace ou une opportunité pour les pays africains? Bon, il n'est pas possible de dire c'est une menace, c'est une opportunité. Le secteur informel est sur les deux fronts. Oui. C'est clair, pour l'État qui a besoin donc de ressources financières pour sa politique, reste à savoir si cette politique est véritablement tournée vers la satisfaction des besoins fondamentaux, essentiels, n'est-ce pas, des populations, les plus démunies surtout. Ça, c'est un autre débat que nous n'allons pas engager aujourd'hui, mais je soulève quand même le problème. Bon, alors, reste à savoir si les ressources sont judicieusement utilisées également. Ça, c'est encore un autre débat. Bien. Alors, mais si on exclut ce volet essentiel que je ne rejette pas, c'est-à-dire la nécessité de ressources financières pour financer les écoles, le développement en gros, dans tous ces compartiments, mais il y a aussi que le côté social qui doit être pris en compte. Et actuellement, si je prends la vente des produits pétroliers dits Payor, du secteur informel dit Payor, sur lequel j'ai eu à travailler également, bon, nous avons combien de stations d'essence formelles qui fonctionnent? On peut parcourir, parfois, dans certaines régions de notre pays, on peut parcourir 50 km et plus sans trouver une seule station fonctionnelle. À partir de ce moment, comment faire? Si ce n'est qu'on recourt au secteur dit informel, au Payor. Et on peut démultiplier les exemples à l'envi. Une façon de dire que le secteur informel a son importance dans le système? Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas. Puisque non seulement il concurrence avantageusement le secteur dit formel, l'essence, pour revenir à cet exemple, dans le secteur informel, coûte 100 francs environ, moins cher que dans le secteur formel. Oui, tout au moins à Porte-Nouveau. Donc pour vous, c'est plus une opportunité qu'une menace? Ah, mais tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus une opportunité qu'une menace. Évidemment, tout n'est pas rose dans le secteur informel non plus. Mais dire que on va s'en passer ou bien qu'on peut s'en passer, je ne pense pas. Et comme il a souligné, si vous allez dans la plupart, dans tous les autres pays, il y a une part du secteur informel. Quand j'ai analysé ce phénomène, j'ai vu que c'est une menace opportune ou un mal nécessaire. C'est hybride alors. Une menace, mais opportune. Vous savez, la paix sociale, rien ne vaut la paix sociale. C'est un mal, il faut faire avec. Mais ce n'est même pas un mal, puisque ça crée déjà de la richesse. C'est comment faire pour formaliser, pour que l'État, puisque l'État doit jouer son rôle régalien, et la sécurité, construire d'écoles, d'hôpitaux, etc., à travers les taxes. Comment faire pour que ce secteur soit capté et que sache que on doit se rendre maintenant visible. Première chose, c'est de dégraisser un peu les taxes. Mais comme je dis, la mentalité fait que, quelles que soient les taxes, on veut toujours contrôler. Alors, il faut passer par ceci. Je donne un exemple concret. Regardez l'industrie textile du Bénin.
on a assez de coton, il faut prendre des mesures pour dire que avant d'exporter le coton, il faut avoir satisfait au moins, il faut prendre 5% seulement pour satisfaire d'abord le marché interne et à coût compétitif, à coût vraiment réduit. Ça, c'est le premier pas. À partir de ce moment, on dit, bon, désormais, les kakis qu'on porte là, c'est seulement l'État qui va fournir. Les draps, dans les écoles, à l'armée, les treillis de l'armée, ce sont nos industries qui vont nous produire ces choses. Ça, le marché déjà existe. On a 77 communes. On dit, bon, les tailleurs, organisez-vous, l'État va vous donner de marché. C'est vous seulement qui allez produire les kakis, enfin, coudre ces kakis-là. Vous voyez ceux-là, mais pour avoir le marché, il faut être formalisé. Organisez-vous, dans chaque commune, il y aura tel nombre de quotas si vous n'êtes pas organisé. Donc ça, vous pouvez déjà capter à travers les communes ces ressources-là. On dit, bon, bâtiment, on veut qu'on ait des écoles à travers le Bénin. Bon, on prend chaque commune. On dit, ce sont les autochtones qui vont construire. Organisez-vous, créez une société, vous allez payer. Là, déjà, vous rentrez dans le formel parce que l'État vous donne des marchés. Vous voyez, vous rentrez directement déjà dans le formel. Donc, si l'État devient partenaire de ceux-là et leur donne des marchés, leur donne les conditions pour être et avoir ces marchés, vous voyez, l'État va capter beaucoup. Je crois que si les contribuables saisissent, appréhendent très clairement ce qui est fait, des taxes qui sont perçues, je crois, s'ils sont patriotes, ils ne devraient pas opposer de résistance à donner. Vous voulez dire qu'il se pose un problème de sensibilisation? Non seulement un problème de sensibilisation, mais de l'utilisation qui est faite judicieusement des ressources collectées. Que les contribuables, les populations à la base notamment, sentent, qu'elles sentent ce qui... À quoi ça sert ces impôts, ces taxes qu'ils payent? Toutes ces taxes-là. Que les populations le sentent dans leur quotidien. Il ne faut pas que ce soit un État éloigné, là. Non, c'est la proximité. D'où la nécessité, donc, de donner une bonne partie du pouvoir aux communes et même aux arrondissements, pourquoi pas. Ensuite, je pense que il faut nous amener, moi je fais déjà l'effort à mon niveau, mais il faut nous amener, nous tous, nous les intellectuels et cadres notamment, à consommer béninois. Je suis sûr que si on fait une enquête, si on rentre dans les domiciles pour voir, ne serait-ce que le mobilier, les ustensiles, chez les cadres, les intellectuels, professeurs, etc., à 98%, ce sont des produits importés. Pourquoi ne pas amener les Béninois à consommer ce qui est produit chez eux? Et pour les vivres, c'est pareil, le riz. J'ai donné un exemple la fois dernière sur la base d'enquêtes que j'ai fait faire à 2 de mes étudiantes. L'une a travaillé sur le riz importé, l'autre sur le riz béninois. On s'est rendu compte qu'il suffisait de changer d'emballage pour le riz produit au Bénin pour que les Béninois se ruent dessus et l'apprécient. Ça pose un problème. Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons peut être un puissant levier de développement économique et social. Malheureusement, en Afrique, les productions locales peinent toujours à s'imposer sur les marchés. Conséquence, l'essentiel des produits consommés dans la plupart des pays africains sont importés. Une situation qui consolide un déficit sans cesse croissant de la balance commerciale du continent. Et pourtant, les Africains eux-mêmes pourraient être un méga marché pour leurs propres produits. Mais pourquoi les Africains ne consomment pas assez ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qui justifie leur préférence pour les produits importés? Question de qualité, d'accessibilité ou de stratégie? Quoi qu'il en soit, le débat persiste sur la problématique de la consommation des produits locaux par les Africains. D'abord, il faut apprendre au nègre à trouver de la valeur en lui. Le nègre n'a pas pris l'habitude de trouver de la valeur en lui. Il a eu tendance, suite à la colonisation, comme l'a dit M. Yihwe, à valoriser ce qui vient de l'extérieur. Le problème qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ne consomme pas local est d'abord idéologique. On nous a arraché notre patriotisme.
notre amour à notre patrie, aux choses qui viennent de notre patrie. On nous a arraché cet amour-là, ce qui empêche à chaque enfant de comprendre depuis l'école de base, que ce qu'on produit chez lui, c'est pour promouvoir la valeur de sa nation. On lui a arraché cet amour, c'est perdu. Donc, il n'a pas l'amour pour ce qui vient de son pays et il ne consomme rien. Aujourd'hui, il est difficile aux jeunes filles, aux jeunes hommes, aux jeunes garçons de porter des païnkita qui sont fabriqués en Afrique. La légendaire reine d'Égypte et Neftiti, elle doit sa plus grande beauté au beurre de karité. Les jeunes filles aujourd'hui ne voudront pas mettre du beurre de karité. C'est un problème d'abord idéologique. Quand on quitte sur le point de l'idéologie, on a un problème d'adaptation de notre production à notre demande. Une politique de l'offre et de la demande qui ne coïncident toujours pas. Parce que l'offre que nous faisons, elle est de moins qualité face à la concurrence et à la demande. Elle est de moins qualité. L'adaptation de la production à la mécanisation ou à la modernisation de l'agriculture n'est pas faite. Ce qui, aujourd'hui, ne permet pas de satisfaire toute la demande. Selon le rapport de Slow Food, une ONG italienne, sur le marché africain, les produits consommés par les Africains, 20% représentent seulement la production africaine. Les 80% restants viennent de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique. Donc, il y a ce problème aussi. Il y a aussi le problème de l'accompagnement, du financement de nos États ou de la production agricole parce que l'Afrique est encore verte, elle est encore déserte, elle n'est pas un environnement agricole. Notre politique monétaire, notre politique budgétaire n'accompagne pas les producteurs vers la production locale pour encourager leur production. Aujourd'hui, avec 1 hectare de terre, vous avez 4 à 5 jours pour emblaver 1 hectare de terre. Alors que dans les autres pays, dans les autres sphères, vous avez quelque chose de 15 minutes à 20 minutes pour emblaver 1 hectare ou 10 hectares. Je crois que c'est le véritable problème. Alors, Josaphat a souligné un problème très important, l'offre de moindre qualité par rapport à la concurrence. Monsieur Ndevoye, vous qui êtes en contact avec des producteurs au Bénin, est-ce que vous confirmez la chose? Nous avons, je mentirais si je disais que nous n'avons pas quelques problèmes d'ajustement ou de réajustage ou d'adaptation à faire par rapport à l'amélioration de la qualité de nos produits. Il y a sans doute des choses à faire, mais on ne peut pas affirmer d'emblée que nous avons un problème de qualité. Tout comme nous avons aussi un problème de quantité parce que la demande ne s'est pas encore imposée à nous. C'est heureux ce qui se passe au Sénégal parce que j'ai pu comprendre par exemple que du fait de la demande liée à la promotion de la consommation locale, sur certaines spéculations, on n'arrive pas à satisfaire, l'offre ne répond pas. C'est tant mieux. Il vaut mieux que la demande vienne nous bousculer, que la demande vienne bousculer la production. Et je crois qu'avec le temps, nous allons nous adapter. Lorsque sur la chaîne de valeur, chacun va rentrer dans son bon rôle, c'est-à-dire le financeur, le banquier va constater qu'il y a de la demande sur des choses et qu'il y a des gens qui sont prêts à produire. Je crois que chaque chose se mettra en place et on va pouvoir répondre à la demande en termes de quantité. Je crois que c'est pareil aussi en termes de qualité. Il y a des choses à faire pour que notre qualité convienne à ce qu'il nous faut, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, pour manger des produits sains, pour consommer des produits sains. Il y a sans doute des choses à faire et des gens le font tous les jours parce que je peux assurer que ce n'est pas ce que nous produisions il y a 20 ans que nous produisons aujourd'hui. Nous sommes aussi dans une dynamique d'amélioration de la qualité. Mais je refuse qu'on nous dise que ce que nous produisons n'est pas de bonne qualité. Jusqu'aujourd'hui, la consommation locale n'a pas atteint le niveau qu'il doit atteindre parce que les politiques pour accompagner la consommation locale n'existent pas. Prenons par exemple un jeune qui dépose un projet au FNPEJ, qui a reçu un financement du FNPEJ et met en place une ferme de production d'œufs, ainsi de suite. Mais récemment, vous devez comprendre qu'il y a 2 ans, le Nigeria a déversé sur le marché béninois des œufs dont le plateau coûtait moins de 1000 francs ou 1000 francs. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour encourager cette concurrence et de promouvoir
la consommation des œufs produits par ces jeunes-là qui ont bénéficié du crédit du FNPEJ. Il y a eu des limitations au niveau des lois, mais ces limitations étaient tellement élevées qu'on ne pouvait rien faire. Si bien que ces jeunes-là qui ont eu de crédit du FNPEJ ont été obligés de fermer leurs industries, leurs petites fermes, ils ont été obligés de fermer et ils se sont trouvés face à des crédits de paiement. Donc le problème se pose au niveau de l'État qui doit prendre des restrictions légales pour réglementer la production locale et les importations. Quand on prend par exemple le Sénégal qui aujourd'hui est en train de faire du tapage sur la consommation locale, je peux vous dire, en 2015, le Sénégal a importé 1 285 735 tonnes de riz. Alors que dans la même année, le président Macky Sall a investi des milliards pour faire une campagne pour la consommation locale. Le Bénin a consommé 977 000 tonnes de riz importé. Alors que nous avons du riz Nerica qui est au Bénin qu'on peut promouvoir, on a des bas-fonds non utilisés qu'on peut promouvoir. Donc le problème se trouve au niveau de l'État. Pour les consommateurs, les biens produits sur place coûtent plus cher que les produits importés. Il y a la problématique du coût qui pèse également sur la volonté des Africains à consommer local. Dites-nous, comment peut-on expliquer le fait que des produits fabriqués sur place coûtent plus cher que des produits qui viennent de loin? Monsieur Ndewai. Sur le plan technique, nous produisons quelle quantité, nous? Nous fabriquons de petites quantités, alors que les produits qui nous viennent d'ailleurs sont fabriqués dans des quantités massives. Ce qui fait que le coût marginal de production est très faible. Donc il y a déjà cet élément-là. Pendant que quelqu'un allume sa machine là-bas pour sortir 10 tonnes dans une journée, peut-être que nous, ici, du fait que c'est artisanal, nous allons sortir seulement peut-être 100 kilos, ce qui fait que dans les charges fixes, nous sommes plus chers. Mais nous assurons en contrepartie un bien de meilleure qualité, de qualité plus suivie par rapport à ce qui est produit industriellement. Il y a un autre facteur, le facteur des coûts de production. Je vais parler, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, mais je vais prendre un élément qu'on ne cite pas souvent. C'est le taux d'emprunt. Aujourd'hui, au Bénin comme au Sénégal, je prends le pays de l'UEMOA et mon ami à côté sera d'accord avec moi pour dire que pour acheter de l'argent nécessaire à produire dans notre espace UEMOA, l'argent nous coûte cher. Peut-être que j'emprunte à 11, 12, 13% pour fabriquer mon produit. Pendant que quelqu'un qui est peut-être en Europe emprunte à 1% d'intérêt pour fabriquer peut-être le même produit qui va se retrouver sur le même marché que moi. Lorsque moi j'emprunte l'argent à un taux plus cher et que lui il emprunte à un taux moins cher, il y a de quoi que son produit à la fin coûte moins cher. Un autre élément est les subventions que dans les pays développés, suivant que le domaine soit stratégique pour le pays ou pas, des subventions soient accordées aux producteurs. Il y a des subventions à l'exportation qui permettent de mettre massivement, d'envoyer massivement des produits sur nos marchés. Mais nous, on ne tient pas compte de ces choses-là. Nos gouvernants, qui devaient être regardants sur ces choses-là, n'en tiennent pas compte. Et quand nos douanes aussi laissent passer, ferment trop les yeux sur les produits, sur ces produits-là, et que ces produits rentrent de manière abusive dans nos pays, il y a de quoi que tous ces éléments pris en compte, les produits viennent indûment moins chers chez nous. Ces produits viennent indûment moins chers et coûtent, entre guillemets, moins cher par rapport à nos produits. C'est les gouvernants, une fois encore, qui devraient être très attentifs à ces genres de choses pour faire en sorte que l'industrie naissante,
je l'ai dit tantôt, soient protégés au cordon douanier. Autant que les autres, pour des mesures de préservation ou de création d'emplois, mettent en place des stratégies qui vont dans le sens de subvention ou d'encouragement d'un secteur ou d'un autre, autant ils le font, autant nous aussi on ne devrait pas dormir et pouvoir le faire pour accompagner nos industriels, accompagner nos promoteurs à réussir dans leurs activités de production. Oui. En quelque sorte, les producteurs africains sont abandonnés à leur propre sort, ce qui pèse sur le coût de production quelque part. Oui, exactement, ça pèse sur le coût de production parce que un produit, je prends simplement du jus d'ananas qui est produit à Alada. Vous savez, pour faire tourner la machine, il y a des charges fixes et des charges variables. Les charges fixes pour 100 bouteilles d'ananas de 10 ml, c'est peut-être 10 000. Alors que pour 50 000 litres d'ananas, c'est toujours les 10 000. Alors, la capacité de production en un mois ou en une journée, c'est peut-être 50 litres ou bien 10 litres. Il va payer les mêmes charges fixes. Les charges variables vont varier en fonction de la facture d'électricité, du coût des matières premières qu'il aura achetées et de la main-d'œuvre qui va se combiner. Il sera obligé de récupérer son bénéfice sur la quantité produite. Ce qui fera, face à une concurrence, ces produits seront plus chers que les produits importés. Quand on fait face à notre système monétaire, notamment dans la zone CEDEAO, dans la zone UEMOA, la monnaie que nous utilisons ne nous facilite pas de faire le commerce. La monnaie, elle tasse nos exportations et subventionne nos importations. Quand elle tasse nos exportations, c'est que nous ne pouvons pas exporter nos produits à l'extérieur et elles vont coûter encore plus, moins cher sur le marché national comme le marché international. À l'intérieur de nos marchés, elle va coûter moins cher parce que c'est l'importation qui l'a amenée. Même quand nos produits, on les achète en République du Bénin, qu'on envoie à l'extérieur, après on les réexporte sous une autre forme d'emballage, elle va coûter encore moins cher parce que le système monétaire dans lequel nous sommes ne nous permet pas de vendre nos choses à moindre coût. Quand on prend le tarif extérieur commun qui nous demande d'ajuster nos prix à l'intérieur de notre zone, nos produits ne peuvent pas être compétitifs par rapport aux autres produits. Elle va coûter toujours plus cher. Quand on revient maintenant sur le système financier, le système bancaire, d'abord, quand un jeune sort de l'école, d'une école agricole, Medi de Secours ou de Pakpaza, ainsi de suite, quand l'élève sort pour avoir un projet ou déposer un projet, avoir du financement, on lui demande simplement de déposer des cautions de 20% ou de 10% avant d'avoir le prêt. On lui demande de déposer les garanties, l'hypothèque sur un bien immeuble qu'il va déposer. L'élève qui a 22 ans, qui sort d'une école, où est-ce qu'il va trouver ça? Il n'a pas les moyens. Donc, autrement dit, il n'y a pas de production, son projet est noyé à l'eau. Maintenant, quand il arrive à trouver tout ceci pour avoir le financement, je vous dis, il n'y a aucune banque au Bénin ou dans la zone UEMOA qui pratique un taux de moins de 12%. C'est 12%, 13%. Mais quand vous regardez derrière, les charges à payer pour l'enregistrement du crédit, la caution, tout ce qu'on dépose, le taux réel auquel les banques nous empruntent, c'est à plus de 20%. Ce qui n'encourage pas la production. Et lorsque quelqu'un arrive à trouver un financement de ce genre, il veut maximiser son bénéfice au même moment que les autres. Donc, ce qui fera simplement que nos produits seront plus supérieurs par rapport aux autres sur le marché. On n'a pas d'industrie, on n'a pas de voie. Il y a un autre problème aussi. Quand on produit quelque chose, par exemple, à Alada, le temps que cela va mettre pour venir à Cotonou, l'avion peut quitter Paris pour arriver à Cotonou. Donc, je crois que la personne va tenir compte de tous ces facteurs-là avant de fixer son prix. C'est ce qui empêche réellement notre développement. Je prends des exemples tout bêtes. Le paysan de Banikwara, le paysan cotonculteur de Banikwara, va en Chine ou en Inde acheter du kaki pour envoyer son enfant à l'école à Banikwara. C'est aberrant à mes yeux. Je pense qu'on devrait permettre aux cotonculteurs de Banikwara ou de Bembereke d'envoyer son enfant à l'école avec le coton qu'il produit. Et ça procédera d'une volonté du gouvernement d'envoyer nos enfants à l'école avec ce que nous produisons comme textile. Je connais d'industries de textile
au Bénin d'industrie de textile, de coton, enfin de tissu écru au Bénin. Et ces tissus écrus-là peuvent bien envoyer nos enfants. Nos enfants peuvent bien les porter pour aller à l'école. Mais il faut que quelqu'un y pense. Lorsque la personne a pensé que nous pouvons envoyer nos enfants à l'école avec les tissus que nous faisons ici, on a fermé Coteb au Bénin. Mais il y a ces compagnies béninoises de textile et CITES qui sont encore là. On peut porter ces choses-là pour aller à l'école. Ces tissus-là sont en agonie pratiquement. On peut porter ces tissus-là pour aller à l'école. Il faut décider de le faire. Nous avons peut-être 2 millions d'enfants qui vont à l'école. Imaginez que chaque année, ces 2 millions d'enfants portent ces tissus-là pour aller à l'école. Imaginez ce que ça veut dire. Et imaginez ensuite que dans nos localités, ces tissus soient transformés par nous et que les tenues soient confectionnées par l'artisanat ou la petite industrie locale. On rentre déjà dans le secteur secondaire. Bien sûr. Et ensuite, imaginez que ce qu'on mange dans nos garnisons, ce qu'on mange dans nos écoles, dans nos cantines, soit des produits de transformation d'ici. On n'est pas encore en train d'aller dans l'industrie, on est déjà en train d'aller dans le secteur secondaire. Vous permet d'évoquer un manque de volonté. Oui, c'est un manque de volonté parce que nous avons erreur à penser que le développement industriel doit passer par l'exportation de ce que nous transformons. Non, c'est d'abord pour nous nourrir nous-mêmes, c'est d'abord pour nous habiller. Et chaque besoin humain, parmi les 5 besoins fondamentaux qu'on nous enseigne là, chacun de ces besoins est une opportunité de développement, est une opportunité d'industrialisation. L'accès au financement représente la principale difficulté rencontrée par les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Malgré les évolutions notées aujourd'hui au niveau des différentes sources de financement ainsi que la multiplicité de celles-ci, le problème est demeuré entier. Plusieurs facteurs continuent de freiner l'obtention des financements par les PME sur le continent. Au Sénégal, par exemple, les études ont révélé qu'environ 51% des PME qui constituent environ 90% du tissu économique sénégalais n'ont pas accès au crédit pour défaut de garantie et 35% de leurs demandes sont rejetées pour cause de dossiers incomplets. Au finish, les PME ne représentent que 16% du portefeuille des banques dans ce pays. Dans notre zone monétaire, en Afrique subsaharienne notamment, l'accès au financement est très difficile. Parce que d'abord, les conditions dans lesquelles vous accédez au crédit sont très restrictives, qui ne vous permettent pas d'avoir du crédit. On vous demande d'abord simplement, quand vous vous présentez peut-être dans une banque, on vous demande d'ouvrir un compte. Vous ouvrez un compte, vous alimentez le compte, alors que vous avez le projet pour une durée X, alors qu'on vous demande d'alimenter le compte pendant X plus 6, c'est-à-dire ça dépasse la période même où vous voulez développer ou mettre en place le projet. Ça dépasse. Ensuite, on vous demande une garantie. Elle est généralement foncière, une garantie, alors que celui même qui a le projet n'a pas la capacité d'acheter peut-être un domaine, n'a pas un lopin de terre. Voilà, un lopin de terre pour pouvoir satisfaire à cette demande-là. Ensuite, on va lui demander une caution financière qu'il va encore déposer. Et notamment, c'est chez les institutions de microcrédit qu'on trouve ça. Vous déposez la garantie immobilière, vous déposez une caution avoisinant 20% du montant demandé. En plus, vous avez des frais, des faux frais qui sont liés, qui élèvent tout ce que vous allez déposer à environ 30 ou 40%. Où est-ce que celui qui a un projet peut-il trouver tout ce financement nécessaire avant d'avoir peut-être 100 000 francs. Si pour 100 000 francs, vous devez dépenser 40 000 francs, je crois que le crédit n'est pas nécessaire. Et c'est ce à quoi sont confrontés les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries dans nos différents pays. Ce qui ne leur permet pas de financer leur croissance, de faire face à des différents projets. Et non seulement ça, sur la fonction, le facteur de financement de l'économie, il y a aussi la gouvernance politique. La gouvernance politique où entre l'État
l'État est sélectif parmi certaines petites et moyennes entreprises. Il y a ceux avec qui il faut travailler, ceux avec qui il ne faut pas travailler. Si vous ne partagez pas le même bord politique, ça pose réellement problème. Donc, je crois que ce sont les deux plus grands facteurs qui handicapent le développement des petites et moyennes entreprises. Aussi, les banques qui accordent des crédits à un taux de 12 ou 13%. Quand vous allez à l'intérieur réellement, pour qu'on vous accorde réellement du crédit, c'est à plus de 20% à l'intérieur. Il y a un problème aussi gouvernemental, c'est-à-dire un problème politique qui empêche nos PME de se développer. Si vous n'êtes pas avec le pouvoir politique, dans la même dynamique que le pouvoir en place, vous n'avez pas la chance que votre PME progresse. Il y a aussi un facteur que je vais relever. La plupart des PME que j'ai eu la chance de parcourir n'ont pas de comptable. Quand vous êtes une structure, vous n'avez pas un comptable. Il est difficile à une banque de vous accorder du crédit. La plupart des structures que nous avons en place sur notre territoire national, une grande partie font recours au cabinet comptable. Et à la fin de l'année, pour déposer le bilan, pour faire les travaux d'inventaire, ce sont les cabinets comptables qui viennent faire quelques heures, quelques minutes pour partir avec certaines pièces et vous établissent les états financiers, vous allez faire les liquidations, ainsi de suite, ce qui suit. Mais lorsqu'une banque vient en milieu d'année voir vos pièces comptables, il n'y a pas de pièces comptables. Elle ne peut pas vous accorder de crédit. Et cependant, vous n'avez pas la capacité de faire face à la concurrence. Du coup, en 2 ans, 3 ans, si vous n'avez pas le soutien politique, vous disparaissez. Même si vous êtes dans des regroupements, vous n'avez pas de soutien parce que les autres ne vont pas laisser leurs activités pour vous soutenir. Donc, du coup, vous disparaissez au bout de 2 ou 3 ans. Vous savez, aujourd'hui, dans nos États, quand je prends par exemple un État comme le Bénin, à plus de 75%, les entreprises sont dans l'informel. Voilà d'abord quelque chose qui paraît aujourd'hui comme un handicap majeur pour le financement des PME et des PMI. Parce que si vous n'êtes pas connu, si votre chiffre d'affaires, si vous évoluez dans l'opacité totale, et qu'il n'y a pas une certaine traçabilité. Que la transparence n'est pas au rendez-vous. Au rendez-vous. Lorsque vous confondez donc les caisses de votre entreprise à votre portefeuille familial, à votre, je dirais, aux dépenses de votre famille, lorsque vous agissez de la sorte, souffrez que le système classique qui nous est donc venu d'ailleurs ne puisse pas être capable de financer donc votre activité. Mais tous les PME ne sont pas dans l'informel. Tous les PME ne sont pas dans l'informel, mais ceux qui sont dans le formel, encore que ceux qui sont dans le formel, ne remplissent pas forcément l'orthodoxie financière pour avoir accès directement au financement. Et surtout, lorsqu'on parle de PME et de PMI, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises, il est très difficile, voire impossible dans nos États d'avoir des financements pour ceux-là. Pour la plupart du temps, les entreprises qui sont financées, c'est pour la plupart du temps des sociétés anonymes, des SA, donc des gens, enfin des entreprises qui ont une aisance financière, qui ont un capital par exemple de plus de 50 millions de francs CFA, des entreprises de plusieurs milliards de francs CFA peuvent bénéficier parce que eux, quand même, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie dans la gestion. Il y a un bilan annuel, il y a un bilan financier, il y a le respect donc des normes en termes de travail, tout ça qu'on observe au niveau de ces entreprises-là. Et donc, forcément, les PME, les PMI ici, ceux qui sont en règle, déjà aussi ont des problèmes. Soit, vous l'avez dit, l'environnement qui n'était déjà pas favorable, ou c'est les problèmes de foncier, il n'y a pas de garantie. Une banque ne peut pas venir donc vous emprunter, même si c'est le 10e donc, de son capital. Je veux parler du 100e financier. Vous n'avez pas cela tant que vous n'offrez pas de garantie. Et la garantie ici, c'est en termes donc d'avoir foncier, de biens immobiliers forcément que vous devez donc présenter et qui répondent donc aux normes en la matière. Est-ce que les PME eux-mêmes n'ont pas un rôle à jouer pour améliorer les choses? C'est exact. Les PME ont un grand rôle à jouer pour pouvoir permettre aux banques de leur apporter le soutien nécessaire pour leur développement. D'abord, il y a des facteurs conflictuels et ethniques au niveau des PME et des PMI. Parce que un dirigeant ou un gérant de la petite entreprise qui ne veut recruter que ses proches parents, alors qu'il n'y a pas de la compétence. Donc là, ça pose un problème de gestion financière.
Donc, quand il y a un problème de gestion financière et que l'auditeur de la banque vient vous auditer pour voir si vous avez la capacité de rembourser à l'échéance donnée ce crédit que vous aurez, il constate que vous n'êtes pas dans la mesure de le faire parce que vous aurez des légèretés quand il s'agit d'un parent qui travaille avec vous dans la gestion financière. Donc, les PME doivent régler d'abord ce problème, chercher la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour leur développement et pour leur croissance. Première chose. Ensuite, elles doivent organiser des séminaires, elles doivent participer à des séminaires, des organisations et avoir une ouverture sur certains marchés et d'autres entreprises qui font la même expérience qu'eux. Les PME aujourd'hui ne le font pas, ils sont refermés sur le plan national, les PME sont refermées sur elles-mêmes, elles ne participent pas à des séminaires au niveau de la sous-région. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des séminaires où plusieurs entreprises viennent, mais ils ne participent pas, simplement ils sont sur leur territoire et développent leurs activités. Je crois que ces deux problèmes-là sont très majeurs dans le développement des petites et moyennes entreprises. Et si elles parviennent à régler ces problèmes, elles pourront arriver à trouver du financement. Parce qu'en réglant ces problèmes, vous arrivez à avoir une comptabilité qui est bien nourrie, qui est bien organisée. Vous arrivez à avoir une structure financière qui est bien organisée. Et quand la banque ou le gestionnaire des crédits à la banque vient vous rendre visite, il sait que ça se passe bien. Il a la capacité de vous accorder des crédits. Les PME ignorent qu'ils ont des problèmes. La question qu'il a soulevée, elle est pertinente. Pour la plupart du temps, nos entreprises sont sur le modèle ethnique. C'est-à-dire, on recrute parce que c'est le fils à un cousin ou c'est un héritier qui met donc sa belle famille, et c'est toujours comme ça. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous côté ressources humaines. Et pour eux, dans leur subconscient, c'est que l'entreprise, elle est d'abord familiale. On trouve d'abord de l'emploi à soi-même avant de penser à l'enfant du voisin, c'est-à-dire à la compétence du dehors. On ne veut pas aller chercher la compétence du dehors alors que dans sa propre famille, on a des chômeurs. Donc pour soi, on veut créer l'entreprise pour donc donner une certaine vitalité à l'économie familiale. Or, les entreprises doivent pouvoir se mettre dans la tête que la vitalité de leurs unités de production dépend donc de la qualité des ressources humaines. Alors quand ça se passe comme ça, c'est que le premier responsable donc de la correction du modèle que nous voulons ici, c'est d'abord l'État. C'est l'État qui doit pouvoir organiser des séances de recyclage, de formation. Je suis tout à fait d'accord avec lui, des séminaires, tout ce que vous voulez, des forats doivent être donc organisés par l'État pour former, pour sensibiliser. Parce que c'est ce manque d'éducation au niveau donc de l'entrepreneuriat, de formation, qui fait penser donc que l'entreprise est d'abord familiale. Donc il faut que l'État joue son rôle. Donc ici, oui, il y a un problème au niveau des entreprises, mais qui va corriger? Qui est le premier responsable à corriger? C'est d'abord l'État. Et au-delà de l'État, c'est aussi les banques. Parce que nous l'avons dit tantôt, les banques au moins ont la chance, enfin, le personnel, pour le débat que nous sommes en train de faire ici. Parce que quand vous rentrez aussi dans la présidence, le conseil d'administration de ces banques-là, il y a aussi des données de nature qu'on retrouve aussi dans ces conseils d'administration, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Lorsqu'une banque arrive, par exemple, à identifier que sur 100 entreprises dans un secteur X, je parle de l'agro-business, par exemple, nous avons tel problème, il revient à ces banques soit de se regrouper et d'organiser des séances de formation afin de pouvoir éduquer. Je pèse bien mes mots. Ce n'est pas une question de sensibilisation, c'est une question d'éducation, de formation, afin donc d'éduquer ces patrons, ces leaders d'entreprise-là aux réalités donc liées à leur domaine. C'est-à-dire, écoutez, si vous voulez bénéficier donc des financements chez moi, enfin chez nous, vous devez pouvoir remplir telle conditions. Je dois pouvoir avoir telle traçabilité chez vous. Il revient aux banques donc de le faire. Donc, on a comme l'impression que tout le monde sait là où il y a le problème dans le pays. Mais personne ne veut rien faire parce que nous jetons réciproquement les responsabilités. Les banques disent non, c'est les entreprises qui doivent prendre conscience de ce que chez eux, il doit y avoir traçabilité. Et les entreprises disent non, c'est les banques qui ne veulent pas nous donner donc des prêts parce qu'ils montent les enchères, ils montent les taux d'intérêt. Je ne peux pas aller dans une banque avec un taux d'intérêt de 13%, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ce n'est pas possible. Je vais à la limite asphyxier mon entreprise parce que c'est toute une formalité. Je ne peux pas vouloir de 500 000 francs et aller d'abord remplir des formalités. Parce que oui, il faut, par exemple, il y a
ce qu'il faut remplir parfois, il y a les relevés au niveau des relevés bancaires, il y a des relevés au niveau donc, de l'imposition, il y a des taxes qu'il faut payer avant de pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Donc, si pour moi, mon entreprise doit, par exemple, 300 000 francs à la fiscalité, et que je dois aller faire un prêt de 500 000, même d'1 million de francs CFA, alors que je dois d'abord aller payer 300 000 francs, je dis adieu vos prêts. Et donc, je ne suis pas prêt à aller payer. Alors que l'État aurait pu sensibiliser, aurait pu éduquer les leaders d'entreprises sur la responsabilité sociale, la responsabilité étatique de chaque entreprise, que progressivement, à chaque année, à chaque échéance, je me lève et je vais payer donc mes impôts. Et je pourrais donc bénéficier des accompagnements tels que le financement donc, au niveau des banques. Donc, ce n'est pas une culture dans nos entreprises. Et moi, je trouve que la responsabilité partira d'abord de l'État, ensuite au niveau des banques, la BCAO y compris, et enfin, les entreprises prendront conscience de leurs responsabilités. Et je crois que quand on aurait commencé ce cycle-là, on pourra trouver le dénouement, un début de dénouement pour la question donc, de financement de nos entreprises. Permettez quand même que je place quelques mots au niveau donc, du regroupement. Je trouve opportun, très opportun donc, le regroupement. Que ce soit des regroupements d'ordre associatif, ou des regroupements d'ordre, je ne sais pas, professionnel, je crois que c'est un début de solution que normalement les entreprises doivent envisager. Parce que quand je prends un exemple, je suis producteur par exemple de jus donc d'anacarde. J'ai besoin par exemple d'une industrie d'emballage pour donc personnaliser mon jus de fruits. J'ai besoin d'un imprimeur pour donc déposer ma marque sur mon jus. J'ai également besoin d'une chaîne de distribution. Je veux parler du transport. Donc, j'ai besoin des personnes qui ont donc des camions, qui ont donc des moyens de transport. J'ai besoin d'un agent commercial, d'une structure qui s'occupe donc de la commercialisation de mon produit. Au lieu que moi, producteur donc de jus, d'anacarde, je me mette à faire tout ça là et au finish, je suis incompétent, je n'arrive pas à trouver le financement, nous pouvons nous entendre entre PME et rester ensemble. Et mieux, nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Ça peut être déjà un début de garantie que nous allons donc formaliser et aller vers, par exemple, les banques pour nous financer. C'est donc une solution envisagée. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence, surtout restez avec nous. L'information revient sur SICA.